Rome antique. Toute l'Europe moderne s'est construite sur les ruines de ce colosse. Nos lois, notre architecture et même notre littérature ne sont que des échos d'un passé lointain. Mais comment discerner la vérité derrière le voile des siècles et des mythes? Theodor Mommsen a profondément marqué l'étude de ce monde. Homme d'une énergie phénoménale, il a personnellement étudié et systématisé plus de 100 000 documents antiques. Sa vie elle-même s'apparentait à un roman d'aventure, de sa participation à de véritables batailles de rue, à l'exil politique, jusqu'à l'obtention du prix Nobel. C'est grâce à son œuvre titanesque que nous pouvons aujourd'hui comprendre comment une poignée de colons installés dans les marais sont devenus les maîtres du monde. Regardez la carte antique. L'Italie et la Grèce, deux voisines, deux berceaux de civilisation. Mais quel gouffre les sépare! La Grèce, tournée vers l'Est, a semé les graines de sa culture parmi les îles et les rivages de l'Asie. L'Italie, en revanche, s'est tournée vers l'Ouest. Tandis que les Grecs exaltaient la beauté du corps humain et philosophaient à l'ombre des portiques, les Romains apprenaient à cultiver la terre aride et à maintenir un régime inflexible. Ces peuples partageaient des racines communes. Jadis, dans l'Antiquité, ils ne formaient qu'une seule tribu. Ils partagent encore aujourd'hui des mots communs pour désigner la maison, la charrue et le feu sacré, mais leurs chemins se séparèrent ensuite à jamais. Les Grecs sacrifièrent l'universel au particulier. Leur idéal était une vie libre et contemplative qui sombrait souvent dans l'oisiveté. Ils réduisèrent les dieux au rang d'hommes, puis cessèrent complètement de croire en eux. Les Romains, en revanche, empruntèrent une voie différente, bien plus rigoureuse. Ils élevaient leurs enfants dans un respect absolu pour leurs pères, leurs citoyens dans le respect de l'État et tous les autres dans une profonde crainte des puissances supérieures. Pour un Romain, rien n'était plus important que l'activité utile. Chaque instant de la vie devait être consacré au travail et au devoir. Même les enfants devaient se comporter avec retenue, et quiconque tentait de vivre à la différence des autres était considéré comme un mauvais citoyen. Tandis que le grec recherchait l'harmonie dans l'art et la poésie, le latin recherchait la force dans la discipline et l'ordre. Et c'est précisément cette rigueur inflexible qui devint leur plus grand atout. Leur obéissance à la loi, leur capacité de sacrifice et leur foi inébranlable en leur destin leur permirent de soumettre non seulement la Grèce, mais le monde connu tout entier. Les premiers Italiques arrivèrent dans la péninsule par le nord, gagnant les plaines ensoleillées. Les Latins occupèrent le littoral, où, malgré un climat rigoureux et les fièvres, la terre généreuse récompensa leur persévérance. Ils s'établirent en clans distincts, construisant des fortifications sur les sommets des collines. Ainsi, à environ 25 km de la mer, sur les rives sinueuses du Tibre, se rencontrèrent trois communautés, les Ramniens, les Lucernes et les Titiens. Les légendes racontent l'histoire de jumeaux et d'une louve, mais la dure réalité historique est bien plus vaste. Rome ne s'est pas fondée en un jour. Creusée de tribus diverses, elle se transforma lentement mais sûrement en le cœur inébranlable du futur empire. C'est ici, parmi les marais et les collines, que furent posées les fondations du monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Pourquoi ces collines au milieu des marais sont-elles devenues le centre du monde? La réponse se trouve dans la géographie elle-même. Rome s'est développée là où le Tibre, cessant d'être un simple fleuve, est devenu la clé d'un commerce majeur. Les navires de l'époque remontaient aisément le courant, mais la ville était suffisamment éloignée de la mer pour que les pirates n'osent pas la piller. Un ancien pont enjambant une île du fleuve faisait de Rome le principal point de passage de la région. Tandis que d'autres latins vivaient dans des villages, les Romains bâtissaient déjà une civilisation urbaine sur les hauteurs, fuyant l'air toxique et malsain des plaines. C'est là que s'est forgé l'esprit des institutions qui allaient bientôt placer la ville au-dessus de toutes ses voisines. Mais la véritable force de Rome ne résidait pas dans ses pierres, mais dans son peuple et sa discipline de fer.
Tout commençait par la famille. Et là, les règles étaient incroyablement strictes. Le chef de famille, le père, détenait un pouvoir absolu. Il était le seul représentant légitime de sa maison, tandis que sa femme, ses enfants et ses petits-enfants étaient aussi impuissants devant lui que des esclaves ou des bœufs. Le père était juge et bourreau. Il pouvait condamner son fils à mort et aucune loi n'osait l'en empêcher. Seules les anciennes coutumes religieuses limitaient cet exercice arbitraire. C'est de ces cellules familiales austères, comme de pierre, que l'État se forgeait. Le système politique romain était à l'image de la famille. Le roi n'était pas une divinité. Il était le père suprême de la communauté. Élu à vie, il était investi du pouvoir de juger, de mener la guerre et de prendre des engagements au nom du peuple. Mais il ne pouvait modifier les lois à sa guise. À ses côtés se tenait toujours le Sénat, un conseil de 300 anciens, gardiens de la tradition. Les sénateurs étaient de véritables contrepoids au pouvoir. Ils pouvaient bloquer toute décision contraire à la volonté des dieux ou aux fondements de la communauté. Lorsque Rome devint trop grande, les anciennes règles ne s'appliquèrent plus. Des foules d'étrangers, marchands, artisans et affranchis affluèrent dans la ville. Ils étaient économiquement actifs, mais sans droit et exemptés de service militaire. Le roi Servius Tullius introduisit alors une réforme qui changea le cours de l'histoire. Il cessa de demander qui vous étiez le fils. Désormais, une seule chose l'intéressait, la superficie de vos terres. Posséder une parcelle vous obligeait à devenir guerrier. Ainsi naquit le système des centuries et la célèbre Légion. L'armée romaine comptait alors 20 000 hommes, une force colossale, lui permettant d'imposer sa loi à tout le Latium. Forte de cette puissance, Rome entreprit d'absorber systématiquement ses voisins. L'ancienne capitale des Latins, Alba Longa, fut rasée et ses familles les plus influentes furent installées à Rome. Tandis que les Étrusques au nord s'adonnaient au commerce et au luxe, et que les Grecs au sud bâtissaient leurs magnifiques colonies comme Darente et Sybaris, Rome devenait une puissance implacable. Les Romains ne se contentèrent pas de conquérir, ils forgèrent l'unité nationale, transformant leurs anciens ennemis en alliés. Ce fut le début de la construction d'un empire fondé sur la discipline paternelle et la force des armes. Tandis que Grecs et Étrusques se partageaient les marchés méditerranéens, Rome tissait bien plus qu'un simple réseau commercial. Pendant que les Étrusques profitaient du luxe acquis par la piraterie et des raids audacieux, leur nation perdait insidieusement de sa puissance passée. Le luxe est un poison qui corrompt la volonté, et les Étrusques furent les premiers à le comprendre. Les Grecs, après avoir chassé les Phéniciens de l'Est, se retrouvèrent pris au piège d'une alliance indéfectible entre Carthage et ces mêmes Étrusques. L'Ouest leur devint inaccessible. Mais tandis que les grandes puissances de l'époque se disputaient la Sicile et la Corse, un prédateur d'une toute autre nature se développait dans l'ombre de leur conflit. Rome n'a pas seulement conquis, elle a créé un système. Son fondement était une loi qui, même 3 siècles après la fondation de la ville, paraissait incroyablement moderne. Contrairement à d'autres peuples, les Romains ont presque totalement abandonné des pratiques barbares comme les vendettas. Leurs lois étaient arides, précises et impitoyables. Trahir l'État, la mort. Voler du grain dans les champs, la mort. Mais il y avait aussi dans ce système un humanisme étonnant pour l'époque. Le droit romain ne connaissait pas la torture. Dans un monde où le supplice du chevalet et les fers rouges étaient la norme, Rome proposait un contrat social clair. Ici, la liberté du citoyen n'était qu'un autre nom pour ses devoirs vers l'État. Même les Romains traitaient les dieux comme des partenaires commerciaux. Tandis que les Grecs composaient des mythes poétiques et débattaient de la personnalité de leur dieu de l'Olympe, les Romains cherchaient simplement à savoir comment s'adresser correctement à une divinité pour garantir le succès d'un accord. Leur religion n'était pas une fantaisie, mais un contrat strict.
Je vous offre un sacrifice, vous me donnez une récolte ou la victoire. Point de sentimentalité inutile, point de mysticisme. Même les prêtres romains étaient davantage des fonctionnaires et des experts que des chefs spirituels. Ils géraient le calendrier, les balances et les traités internationaux. Si un rituel était accompli à la perfection, le dieu se devait de vous aider. C'était une religion pragmatique, parfaitement adaptée à un peuple déterminé à conquérir le monde. Mais la véritable force de Rome résidait dans son territoire. Chaque région conquise l'était 2 fois, d'abord par l'épée, puis par la charrue. Les Romains ne se contentaient pas d'exiger un tribut. Ils s'appropriaient un tiers du territoire et y envoyaient leurs colons. Ces hommes n'étaient pas des simples paysans, c'étaient des soldats de réserve, profondément enracinés dans ces nouvelles terres. Pour un Romain, perdre des terres équivalait à perdre son honneur. Le tournant décisif survint lorsque Rome chassa définitivement ses rois. Le mot même devint une malédiction. Afin d'empêcher que le pouvoir ne repose plus jamais entre les mains d'un seul homme, les Romains conçurent un système ingénieux. 2 consuls. Ils détenaient un pouvoir absolu, mais seulement pour 1 an, et chacun pouvait opposer son veto aux décisions de l'autre. C'était un système de freins et contrepoids, né de la lutte entre patriciens et plébéiens. Ainsi naquit la République, un État où la discipline d'un père et l'épée d'un légionnaire devinrent la loi à laquelle toute l'œcuménie se soumettait. Mais ne vous y trompez pas, pour le Romain moyen, l'expulsion des rois n'a pas inauguré un âge d'or. Au contraire, l'étau se resserra davantage autour du peuple. Désormais, au lieu d'un roi unique, la ville était gouvernée par 2 consuls, tous 2 issus de la pure aristocratie. Le Sénat devint un club fermé, réservé aux initiés, interdit d'accès au peuple. Ce fut une révolution étrange et conservatrice. L'élite avait été éliminée, mais les fondements restaient intacts. Tandis que les patriciens se partageaient le pouvoir et les titres honorifiques, les citoyens ordinaires sombraient dans la misère. La situation était dans une impasse. Un légionnaire revenait victorieux de la guerre, couvert de cicatrices, sa ferme ruinée, sa famille réduite en esclavage, et les terres communes pour lesquelles il avait versé son sang accaparées par de riches voisins. Les plébéiens étaient exclus du partage du butin. On leur accordait seulement le droit de mourir pour Rome, mais non celui de profiter des fruits de leur labeur. Pendant ce temps, les riches s'enrichissaient encore davantage, s'appropriant les fermes domaniales et transformant les paysans libres en débiteurs dépendants. La tension montait, et, 15 ans après la chute de la monarchie, Rome était au bord du gouffre. Mais les plébéiens optèrent pour une tactique brillante. Au lieu d'incendier les palais, ils partirent. En pleine guerre, une armée entière se rassembla et campa sur une colline aux portes de la ville. Ils lancèrent littéralement aux patriciens « Défendez votre ville vous-même ». Ce fut le premier chantage à grande échelle exercé sur toute une classe sociale dans l'histoire. Et le Sénat hésita. Ainsi naquit la fonction de tribune du peuple, un instrument de pouvoir unique, sans égal. La personne d'un tribune était sacrée et inviolable. Quiconque osait lever la main sur lui était déclaré hors la loi et pouvait être exécuté sur le champ sans procès. Un tribun possédait le pouvoir quasi magique du veto. D'un seul mot, il pouvait bloquer toute décision du consul, tout procès, tout décret. C'était un pouvoir né de la pure contestation. Mais cela ne suffisait pas. Les lois restaient des traditions orales, interprétées par les aristocrates à leur avantage. 10 années de lutte acharnée, d'intrigues politiques et même d'assassinats secrets aboutirent à la création des lois des tout stables. Désormais, les règles du jeu étaient gravées dans le bronze et exposées au forum. Le consul ne pouvait plus se contenter de dire « j'ai décidé cela parce que la tradition l'exige ». Désormais, chaque citoyen pouvait s'approcher de la table et vérifier ses droits. Le siècle suivant vit le lent démantèlement des barrières de classe. D'abord, les mariages entre patriciens et plébéiens furent autorisés, puis, peu à peu, les plébéiens accédèrent au consulat et au sacerdoce. Mais voici l'ironie de l'histoire.
Dès que les riches familles plébéiennes eurent accès au pouvoir, elles oublièrent aussitôt les besoins de leurs coreligionnaires plus pauvres. Une nouvelle élite, fusion de l'ancienne noblesse et de nouveaux riches parvenus, se forgea pour maintenir un contrôle absolu sur l'État. Rome gagna en puissance et l'unité nationale se forgea dans ses troubles internes. Mais le fossé entre luxe et pauvreté demeura. Il attendait simplement son heure pour ressurgir avec une vigueur renouvelée. Ainsi se forma la nouvelle élite. Les riches familles plébéiennes et l'ancienne noblesse avaient fini par fusionner en une seule force, la noblesse. Le Sénat était devenu le véritable centre névralgique de l'État. Il n'était plus simplement une assemblée de vénérables anciens. Désormais, seuls ceux qui avaient traversé les épreuves et les difficultés aux plus hautes fonctions de l'État y étaient admis. Consuls, préteurs, censeurs, chacun apportait une expérience colossale au Sénat. Le Sénat décidait de tout: contre qui déclarer la guerre, où établir de nouvelles colonies et comment dépenser chaque sou du trésor public. C'était une méritocratie inflexible, où l'autorité personnelle primait sur la loi écrite. Formellement, l'Assemblée populaire détenait toujours le pouvoir suprême. Mais en réalité, les sénateurs trouvaient toujours des moyens légaux de bloquer toute décision défavorable grâce aux tribuns qu'ils contrôlaient. Tandis que Rome rétablissait l'ordre en son sein, des nuages menaçants s'amoncelaient à ses frontières. La puissance des Étrusques, qui avaient jadis régné sans partage sur l'Italie, déclinait rapidement. Leur marine était vaincue par les Grecs, et leur riche cité était engluée dans le luxe et des conflits incessants. Dans ce vide de pouvoir surgit une force nouvelle, primitive et terrifiante, les Gaulois. Ces tribus celtes devinrent la terreur même du monde antique. Grands, féroces et blonds guerriers, ils méprisaient l'agriculture et considéraient le labourage comme le lot des esclaves. Les Gaulois ne vivaient que pour la guerre, le pillage et la conquête de nouveaux territoires. Ayant franchi les Alpes, ils déferlèrent sur la plaine du Pô, balayant littéralement tout sur leur passage. En 390 avant J.C., Rome commit une erreur fatale en sous-estimant ses barbares. Sur les rives de l'Alia, les légions romaines furent écrasées en quelques heures. La ville se retrouva sans défense. Les Gaulois entrèrent dans Rome, l'incendièrent et assiégèrent le Capitole pendant 7 mois. Les Romains furent contraints de payer une rançon colossale en or pour assurer leur survie. Cette honte resta à jamais gravée dans la mémoire collective romaine. C'est alors que Rome comprit. Dans ce monde cruel, il faut imposer sa volonté ou périr. Cependant, l'ennemi le plus dangereux et le plus tenace se révéla être non pas les Gaulois sauvages, mais les Samnites, un peuple montagnard robuste d'Italie centrale. Ce peuple guerrier ne connaissait pas la reddition. La lutte contre eux dura des décennies et mit à l'épreuve la légitimité de la jeune République. Dans les gorges de la Caudine, les Romains subirent la plus grande humiliation de leur histoire. Prise au piège, une armée entière fut contrainte de déposer les armes et de marcher sous le joug, sous les yeux d'un ennemi triomphant. À Rome, ce fut la stupeur, mais pas le désespoir. Le Sénat fit preuve d'une détermination inébranlable. Le traité de paix honteux fut déchiré et la guerre reprit avec une fureur redoublée. Les Romains entreprirent la construction d'une chaîne de forteresses et de routes imprenables, coupant littéralement l'Italie en deux. L'apogée fut la bataille monumentale de Sentinum. Une coalition de tous ceux qui haïssaient Rome se rallia contre elle, Samnites, Gaulois et Étrusques. C'était le moment décisif. Alors que la balance penchait déjà du côté ennemi, le consul Decius Mus accomplit le rite sacré du sacrifice. Il se jeta au cœur de la bataille, vers une mort certaine, persuadé que son sacrifice assurerait la victoire aux légions. Cet héroïsme fanatique changea le cours de l'histoire. Rome triompha.
Désormais, dans toute la péninsule, aucune force n'était plus capable d'arrêter sa marche de fer. Mais cette grandeur dut être payée au prix de fleuves de sang et de la disparition définitive de l'ancienne égalité latine. Rome était devenue un empire, dans l'esprit, bien avant d'adopter officiellement ce nom. La mort de Decius Mus ne fut pas vaine. Le sacrifice du consul transforma les légions romaines en une force irrésistible, et la coalition ennemie commença à s'effondrer sous leurs yeux. Les Gaulois déposèrent les armes avec effroi. L'Étrurie demanda la paix, et seuls les Samnites, ces éternels rivaux, poursuivirent leur lutte désespérée. Mais ce n'était plus la guerre, c'était l'agonie. Lorsque le Samnium tomba finalement en 290 avant JC, Rome comprit qu'aucune force sur toute la péninsule ne pouvait arrêter sa marche de fer. Mais l'appétit vient avec le repas. Les Romains entreprirent la construction de puissantes forteresses coloniales, coupant littéralement la péninsule en deux, d'une mer à l'autre. Ils pressentaient que cette grande communauté serait inévitablement amenée à s'affronter aux autres puissances mondiales. Et le prétexte d'une guerre majeure ne tarda pas à se présenter. au sud, Tarente, une cité grecque riche et prospère, voyait le jour. Ses habitants observaient avec appréhension les succès de Rome, et cette tension dégénéra en bain de sang. Lorsque la flotte romaine entra dans le port de Tarente, la foule, galvanisée par les orateurs de rue, se livra à un véritable massacre. L'amiral fut tué, les marins réduits en esclavage. Tarente exulta, ignorant qu'elle venait de signer son arrêt de mort. Pour échapper à la vengeance des légions, les Grecs firent appel à la vedette de l'époque, Pyrrhus, roi d'Épire. Pyrrhus arriva en Italie avec une armée de 20 000 éléphants de guerre. Les Romains virent pour la première fois ces taureaux gris à la bataille d'Héraclée. Le sang coula à flots, les éléphants piétinèrent les rangs des légionnaires et Pyrrhus remporta la victoire. Mais à quel prix? Contemplant les montagnes de ses meilleurs guerriers, il prononça ces paroles légendaires. « Une autre victoire comme celle-ci, et je n'aurai plus d'armée. » Pyrrhus tenta de négocier. Son ambassadeur, Cinéas, dont la langue était plus acérée que son épée, faillit convaincre le Sénat d'accepter la paix. Mais au moment crucial, le vieil aveugle Appius Claudius fut amené dans la salle de réunion. Son discours furieux fit trembler les sénateurs. Rome ne négocie pas tant que l'ennemi est sur son sol. Ce fut le moment de vérité. Les Romains ne capitulèrent pas, même après leur seconde défaite. Ils levèrent simplement de nouvelles armées jusqu'à ce que Pyrrhus soit à court d'hommes. Après la défaite de Bénévent, le roi qu'on surnommait l'Aigle s'enfuit en Grèce, où il mourut peu après, bêtement, dans une rixe. Rome s'empara de tout. Tarente tomba, Samnium se soumit enfin. Toute la péninsule passa sous la domination de la République. Mais Rome conquit par bien plus que l'épée. Elle construisit des routes parfaites, frappa une pièce d'argent unique et créa des lois qui enchaînaient les Italiens plus étroitement que n'importe quelle chaîne. Les ennemis d'hier devinrent partie intégrante du grand système. Au sein même de la ville, tout changeait. Des censeurs apparurent pour surveiller la moralité des citoyens, et les lois sévères de leurs ancêtres commencèrent à s'adoucir. Rome assimila la culture grecque, construisit des temples à de nouveaux dieux et apprit la langue des vaincus, tout en conservant sa discipline de fer. La ville se métamorphosait en une métropole dotée d'aqueducs, de marchés et d'une architecture majestueuse. À présent, l'Italie unifiée, les légions portèrent leur regard au-delà de l'horizon. Là, dans les eaux de la Méditerranée, l'ombre de Carthage se profilait déjà. La grande lutte pour la domination mondiale ne faisait que commencer. Rome devenait la machine d'État idéale. Contrairement à la Grèce, où le génie individuel et la liberté d'esprit étaient prisés, ici, tout était sacrifié au système. Rome manquait de grands hommes, mais elle possédait la sagesse ancestrale du Sénat.
Dès leur plus jeune âge, les futurs hommes politiques accompagnaient leur père aux réunions, s'imprégnant de l'art de gouverner comme de l'air. La ville grandissait, absorbant les influences étrangères, la culture grecque, les nouvelles lois, et même le calendrier réformé par Appius Claudius. Les Romains maîtrisaient l'arc et le dôme, édifiant un monument qui traverserait les millénaires. Mais tandis que les légions unifiaient l'Italie, au-delà de l'horizon, dans l'ombre profonde de la Méditerranée, les contours de leur plus grand ennemi se dessinaient déjà. Carthage. C'était une ville d'un tout autre genre. Si le Romain vivait pour l'État, le Carthaginois vivait pour le profit. Tandis que Rome forgeait la discipline, Carthage forgeait l'or. Véritable empire financier des Sénites, elle contrôlait toutes les routes commerciales de l'Espagne à l'Égypte. Elle possédait tout, une marine puissante, une agriculture avancée et des richesses si colossales qu'elle fut la première de l'histoire à utiliser des billets de banque. Mais un détail allait lui être fatal. Carthage abhorrait la guerre. Elle préférait acheter des armées de mercenaires, persuadée que tout conflit n'était qu'une question de prix. Le conflit entre ces deux mondes devint inévitable lorsque leurs intérêts se croisèrent en Sicile. L'étincelle fut l'incident des Mamertins, une bande de mercenaires qui s'était emparée de Messine. Lorsqu'ils sollicitèrent la protection de Rome, le Sénat se trouva face à un dilemme: demeurer une puissance régionale ou défier la plus grande puissance maritime. Les Romains choisirent le risque. Ainsi débuta la première guerre punique. Il devint rapidement évident que les légions étaient invincibles sur terre, mais qu'en mer, les Romains étaient aussi impuissants que des chatons. Ils n'avaient tout simplement pas de marine. Que fit Rome? Ils trouvèrent une galère carthaginoise échouée, la démontèrent planche par planche et, en quelques mois, construisèrent 120 répliques exactes. Mais construire un navire ne représente que la moitié du travail. Il faut aussi savoir le manœuvrer. C'est là que l'ingéniosité romaine changea le cours de l'histoire. Pour contrer l'habileté des marins carthaginois, ils inventèrent le corbeau, un lourd ponton d'abordage muni d'une pointe acérée. Dès qu'un navire ennemi approchait, le ponton s'abattait sur son pont, immobilisant les deux embarcations. Une bataille navale se transformait instantanément en un massacre terrestre, où les marins carthaginois n'avaient aucune chance face à l'infanterie romaine. Lors de la toute première grande bataille, au cap Mila, la fière flotte carthaginoise fut mise en déroute. Rome devint une puissance maritime du jour au lendemain. Mais cette victoire n'était que le premier acte d'un drame sanglant pour la domination mondiale. La lutte ne faisait que commencer, et son prix serait l'anéantissement total de l'un des rivaux. La victoire de Milet avait grisé les Romains. Désormais, ils étaient impatients de frapper le cœur même de l'ennemi, l'Afrique. Les consuls Régulus et Volso menèrent une armada colossale en mer, 330 navires et 140 000 hommes. L'élite de la flotte carthaginoise les attendait au cap Ecnum. Ce fut la plus grande bataille navale de l'Antiquité. 700 navires s'affrontèrent dans un combat à mort, et Rome sortit une fois de plus victorieuse. La route vers Carthage était ouverte. La fin semblait proche. Les Romains débarquèrent dans la baie de Clupea et commencèrent à ravager le pays. Carthage, terrifié, demanda la paix, mais le consul Régulus commit une erreur fatale. Aveuglé par son orgueil, il formula des exigences si humiliantes que les Carthaginois n'eurent d'autre choix que de se battre jusqu'à leur dernier souffle. À ce moment critique, le mercenaire spartiate Xantippe entra en scène. Il réorganisa l'armée, mena une centaine d'éléphants de guerre sur le champ de bataille et écrasa littéralement les légions romaines. Régulus fut capturé, et les maigres restes de son armée prirent la fuite. Mais le véritable coup porté à Rome vint des éléments. Alors qu'elle tentait de secourir les survivants, l'immense flotte fut prise dans une tempête qui engloutit 270 navires. La mer devint une malédiction pour Rome. Pendant plusieurs années, les tempêtes détruisirent plus de soldats et de navires que toutes les épées de Carthage. Le trésor était vide, le Sénat abattu,
et la guerre se transforma en un massacre sans fin en Sicile. Les Romains décidèrent même d'abandonner leur construction navale, reconnaissant leur impuissance face à la puissance de l'océan. C'est alors que l'étoile d'Amilcar Barca, surnommée l'Éclair, jaillit. Génie, il avait compris que son gouvernement n'était qu'une bande de riches lâches. qu'Hamilcar constitua sa propre armée privée sans prendre un sou de l'État, et pendant des années, il tourmenta les Romains par des raids audacieux. Tandis que Carthage sombrait dans la corruption et les rébellions internes, Hamilcar forgea une force capable de renverser le cours de l'histoire. Rome était au bord du gouffre, mais un incroyable acte de patriotisme la sauva. Alors que l'État était à court de fonds, de riches citoyens utilisèrent leurs propres deniers pour construire une nouvelle flotte, 200 navires de guerre. C'était un pari risqué. En mars 241 avant Jésus-Christ, près des îles Égates, cette flotte privée anéantit les Carthaginois. Carthage capitula, livra la Sicile et paya une lourde indemnité. La paix fut signée, mais Hamilcar ne se considérait pas vaincu. Profitant de la faiblesse de son gouvernement, il retira ses troupes en Espagne, transformant le pays en un fief personnel et un tremplin pour sa future vengeance. Là, au milieu des mines d'argent et des tribus farouches, il bâtit un nouvel empire. Mais surtout, il éleva son fils Hannibal. Devant l'autel des dieux, le garçon de 9 ans jura une haine éternelle à Rome. Le premier acte de ce drame sanglant s'achevait, mais à l'ombre des montagnes espagnoles, une tempête se préparait déjà, qui allait bientôt mettre Rome à genoux. La lutte pour la domination mondiale entrait à peine dans sa phase la plus terrifiante. Là, au-delà des Pyrénées, le serment du garçon de 9 ans commençait à prendre forme. L'Espagne était devenue un immense camp militaire, où une armée d'un genre nouveau se forgeait dans des batailles incessantes contre les montagnards. Tandis que Rome était absorbée par ses propres affaires, Hannibal créait une machine à détruire les empires. Les Romains commirent une erreur fatale. Ils fermèrent les yeux sur la montée en puissance de Carthage. Le Sénat pensa qu'ils creusent dans leurs mines, pourvu qu'ils paient tribut. Personne n'aurait pu imaginer qu'une telle marche à travers l'Europe se lancerait dans une telle folie. Hannibal prit le commandement à 28 ans. C'était un homme charismatique. Il dormait à même le sol avec les simples soldats, mangeait dans un pot commun, et pourtant, il possédait l'esprit d'un brillant joueur d'échecs. Pour lui, la guerre contre Rome n'était pas qu'une question politique, c'était sa raison d'être. Il ne lui manquait qu'un prétexte, et lorsque Sagonte tomba, le sort en fut jeté. Des ambassadeurs romains arrivèrent à Carthage. L'un d'eux replia le pan de sa toge et dit « Je vous apporte la paix ou la guerre, choisissez. » La réponse fut brève, la guerre. Ce qui suivit paraît encore incroyable. Hannibal mena 50 000 fantassins et 37 éléphants à travers les Alpes. Ce fut un véritable cauchemar qui dura 33 jours. Des soldats tombèrent dans des précipices, moururent de froid et durent se frayer un chemin à travers les embuscades de montagnards sauvages. Lorsque l'armée atteignit enfin la plaine du Pô, il n'en restait presque plus que la moitié. Mais il s'agissait de l'élite, forgée dans cet enfer glacial. Les Romains envoyèrent Scipion contre lui. Le résultat, une défaite au Tessin. Puis le consul Sempronius, se croyant plus rusé que quiconque, tomba dans un piège sanglant à la Trébie. Hannibal lisait ses adversaires comme dans un livre ouvert. Il connaissait leurs faiblesses, leur orgueil et leur peur. Gaius Flaminius fut la victime suivante. Sur les rives du lac Tracymène, dans l'épais brouillard matinal, les légions romaines s'évanouirent. 15 000 morts en quelques heures. La panique s'empara de Rome. La ville ferma ses portes et un dictateur fut nommé. Mais Hannibal n'était pas pressé de prendre d'assaut les remparts. Son plan était plus ambitieux.
Il ne voulait pas seulement s'emparer de la ville, mais détruire tout le système d'alliance de Rome, la dépouillant de ses fondements. Le point culminant fut atteint en 216 avant. En 90 avant Jésus-Christ, au champ de Cannes. Les Romains avaient rassemblé une armée colossale, près de 90 000 hommes. Face à eux se dressait une force carthaginoise 2 fois moins importante. Le consul Varron, d'une arrogance inouïe, était persuadé d'une victoire facile. Il lança ses légions à l'assaut frontal, droit sur le centre des positions d'Hannibal. Mais c'était précisément ce qu'attendait l'ennemi. Le centre carthaginois commença à se replier lentement, formant un arc de cercle qui piégeait les Romains dans un guet-apens mortel. La cavalerie d'Hannibal porta alors un coup dévastateur sur les flancs et par l'arrière. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Ce jour-là, Rome perdit l'élite de sa nation. Tout semblait perdu. Mais ce n'était que le début du plus grand drame de l'histoire antique. 70 000 cadavres. Imaginez ce chiffre. Ce jour-là, à Cannes, Rome perdit bien plus qu'une armée. Elle perdit une génération. Les champs étaient jonchés des corps de sénateurs et d'officiers. Et parmi les hauts gradés, un seul homme survécut, ce même Varron, si sûr de lui. On aurait pu penser qu'après un coup aussi dévastateur, la République aurait dû attendre docilement sa fin. Hannibal, figé, s'attendait à capituler. Ses alliés exultaient. Et Carthage décida enfin d'envoyer des éléphants et de l'or à son génie. Mais c'est à cet instant précis que Rome accomplit ce que les historiens appelleront un véritable miracle. Au lieu d'exécuter Varron pour son échec retentissant, le Sénat tout entier vint à sa rencontre. Ils le remercièrent. Pourquoi ? Pour sa ténacité. Ce fut un coup de maître psychologique. En un instant, toute discorde politique s'apaisa. Rome devint un camp militaire unifié, où même les esclaves reçurent des armes. Pendant qu'Hannibal attendait les clés de la ville, les Romains forgèrent des épées et reconstruisirent l'appareil d'État. Ils comprirent que les anciennes méthodes étaient obsolètes. On ne peut pas changer de commandant chaque année par tirage au sort face à un génie militaire. La guerre éclata à travers la Méditerranée, de la Sicile à l'Espagne. Tandis qu'Hannibal était engagé dans d'interminables escarmouches en Italie du Sud, le jeune Publius Scipion entra en scène. À 27 ans, il entreprit une tâche désespérée, mener les légions vaincues en Espagne. On disait que les dieux eux-mêmes le soutenaient. Scipion agit avec une rapidité fulgurante. Il s'empara de Carthage nouvelle, privant l'ennemi de sa principale base et de ses ressources. Mais le véritable drame se joua lorsqu'Hasdrubal, le frère d'Hannibal, surgit des Alpes pour lui porter secours. Le sort de Rome était à nouveau en jeu. Si les deux frères s'étaient unis, rien n'aurait pu sauver la République. Le dénouement fut terrifiant et digne d'un film. Les Romains interceptèrent les messagers, découvrirent l'itinéraire d'Hasdrubal et anéantirent son armée lors d'une bataille brève et féroce. Hannibal n'apprit l'arrivée de son frère que lorsqu'un macabre cadeau, la tête tranchée d'Hasdrubal, parvint à ses avant-postes. Ce fut le point de non-retour. Après 16 années de terreur, le lion libyen fut contraint de quitter le sol italien. Il fut appelé à sauver sa Carthage natale, dont les murs avaient déjà été atteints par Scipion. Le point de non-retour fut atteint lors de la bataille de Zama. Les deux plus grands généraux de l'époque s'affrontèrent pour décider du sort du monde. Mais cette fois, la chance tourna contre Hannibal. Son armée, rassemblée à la hâte, fut mise en déroute. Carthage tomba, la flotte fut incendiée, et Rome devint la maîtresse absolue de l'Occident. Mais à quel prix cette grandeur fut-elle acquise ? 300 000 morts, des centaines de villes rasées et une économie ruinée. Rome était victorieuse, mais cette victoire changea à jamais sa nature.
transformant la République en une machine de guerre brutale et impitoyable. Seul le chemin de l'Empire s'offrait à elle, mais l'ombre d'Hannibal hanta longtemps les cauchemars des Romains. La victoire sur Hannibal n'apporta aucune paix à Rome. Tandis que la ville éternelle pansait ses plaies, de nouvelles forces émergèrent aux confins de sa nouvelle sphère d'influence. Le principal acteur de ce mouvement fut Massinissa, un roi berbère qui vécut 90 ans, un âge incroyablement avancé pour l'époque. Il n'était pas seulement un allié, mais un véritable architecte de la Nouvelle-Afrique. À partir de nomades disparates, il forgea une nation unifiée, créant une civilisation unique qui perdura pendant des siècles. Mais tandis que tout se déroulait comme prévu en Afrique, l'Espagne devint une véritable plaie pour Rome. Les tribus locales, chez qui l'esprit farouche du futur Don Quichotte se manifestait déjà, luttèrent avec acharnement et imprudence. Il n'y eut ni paix véritable, ni grande guerre en Espagne, seulement un bourbier de guérilla sans fin. Les Romains furent contraints d'y maintenir une armée permanente de 40 000 hommes, subissant des pertes et dépensant des ressources considérables. Ils ne pouvaient se retirer, car abandonner la péninsule aurait signifié donner à un autre Hamilcar Barca l'occasion de réitérer sa campagne. Pendant ce temps, le Sénat tournait son regard vers l'Orient. Les successeurs d'Alexandre le Grand avaient transformé son empire, jadis si puissant, en un patchwork de royaumes en guerre. La Macédoine y dominait, une force militaire redoutable, dont les guerriers partageaient un esprit étonnamment semblable à celui des Romains. Son roi, Philippe V, avait accédé au pouvoir absolu à l'âge de 17 ans. Talentueux mais capricieux et d'une cruauté sans borne, il commit une erreur fatale. Il décida de diviser l'Égypte sans défense alors qu'un enfant de 5 ans la gouvernait. Rome ne pouvait tolérer que ses rivaux prennent autant de puissance. Mais voici le paradoxe. Las des guerres interminables, le peuple romain vota contre une nouvelle campagne lors d'une assemblée populaire. Le Sénat fut contraint de recourir à la ruse et de violer la Constitution, transférant ainsi le fardeau du service militaire aux alliés. Ainsi débuta la bataille pour la Grèce. Lors de la bataille décisive de Cynocéphale, les légions affrontèrent la redoutable phalange macédonienne. L'issue fut sanglante. Les Romains ne firent même pas de prisonniers. Ils ne comprirent tout simplement pas le signe de reddition des Grecs, la lance levée, et massacrèrent l'ennemi jusqu'au dernier rempart. Mais le dernier adversaire sérieux se profilait déjà à l'horizon, Antiochos III, souverain de Syrie. Se prenant pour un second Alexandre, il commit la plus grande erreur de sa vie. Il abritait le fugitif Hannibal, mais par pure jalousie, refusa de lui confier le commandement de ses troupes. À la bataille de Magnésie, 30 000 Romains écrasèrent littéralement l'immense armée d'Antiochos, forte de 70 000 hommes. Le royaume syrien, qui avait paru si puissant, fut rayé de la liste des puissances mondiales en un seul jour. L'âge des Titans s'acheva tragiquement. Hannibal, celui qui avait semé la terreur à Rome pendant des décennies, fut acculé par les intrigues. Pour échapper à l'exécution, il s'empoisonna en Bithynie. Ironie du sort, cette même année, son grand adversaire, Scipion l'Africain, décédait également. Le vainqueur d'Hannibal mourut en exil volontaire, léguant ses cendres à Rome, une ville ingrate. L'ombre des grands généraux s'estompa, laissant le monde seul face à la nouvelle machine impériale, impitoyable et cruelle. Scipion l'Africain, celui qui avait mis Carthage à genoux, finit ses jours dans le ressentiment et la solitude. Il avait vu Rome se transformer d'une cité puissante en une puissance dominante, et il savait que c'était son œuvre. Mais Rome ne pardonne pas à la grandeur. Scipion partit, se sentant incompris, et avec sa mort s'acheva l'ère des héros nobles. Une ère de froideur et de brutalité s'ouvrait. Tandis que Rome célébrait sa victoire, une nouvelle menace se préparait en Orient. Philippe de Macédoine, écrasé et humilié lors de guerres précédentes, n'avait aucune intention de se rendre. Pendant 10 ans, à l'insu du Sénat, il amassa de l'or, forgea des épées et leva une armée.
À sa mort, son fils Persée hérita non seulement du trône, mais aussi d'une arme redoutable, pointée droit sur le cœur de la République. Persée était aimé du peuple, adulé par la Grèce, lasse du joug romain. Un conflit semblait imminent, menaçant d'anéantir toute l'influence de Rome en Orient. Mais Persée avait un défaut fatal. Maître de la stratégie, il perdit, au moment crucial, la volonté d'agir. En 1717 avant JC, les légions romaines débarquèrent de nouveau sur les côtes grecques. Au début, la chance leur tourna le dos. Des commandants incompétents essuyèrent défaite sur défaite, et la rumeur se répandit dans toute la Grèce. La Rome de fer pouvait être vaincue. Mais la République savait tirer les leçons du passé. Aemilius Paulus, un vétéran inflexible, partisan de la vieille école et homme incorruptible, fut envoyé au front. 22 juin 1668. Pydna. La phalange macédonienne frappa avec une telle violence qu'Aemilius Paulus lui-même admit plus tard avoir ressenti un profond malaise à cet instant. Les légions commencèrent à battre en retraite sous le déluge de piques. Mais dès que la phalange atteignit un terrain accidenté, de minuscules brèches apparurent dans sa formation parfaite. Les Romains, tels des loups, s'y engouffrèrent. En moins d'une heure, 20 000 Macédoniens furent massacrés. Persée s'enfuit, abandonnant son trésor et son armée, pour finir ses jours comme prisonnier de l'État. La bataille de Pydna bouleversa la politique romaine. Les masques tombèrent. Rome cessa de se prétendre la libératrice de la Grèce. La Macédoine fut divisée en 4, ses habitants soumis aux tribus, et des milliers furent réduits en esclavage. Le Sénat commença à imposer sa volonté à tous, des rois d'Égypte aux cités commerçantes. Mais le pire se jouait au sein même de Rome. L'immense richesse et le pouvoir illimité se muèrent en poison. La discipline qui maintenait la République unie commença à se décomposer. Les officiers apprirent à accepter des pots de vin et les politiciens à acheter les votes du peuple par des spectacles fastueux et du pain bon marché. La noblesse devint une caste fermée, interdite d'accès aux hommes honnêtes mais pauvres. Rome avait conquis le monde, mais dans ce triomphe, elle commença à perdre son âme. Les anciens idéaux de bravoure se noyaient dans le luxe et les intrigues, et la grande machine de l'Empire, livrée à elle-même, fonçait déjà vers sa première crise interne. Rome avait conquis le monde, mais le prix de cette victoire s'avérait exorbitant. Tandis que les légions déferlaient sur l'Europe, une corruption silencieuse s'installait au sein même de la République. Le pouvoir du Sénat s'effritait et la société se divisait en 2 camps irréconciliables. Certains aspiraient à déchaîner la foule, tandis que d'autres s'accrochaient désespérément au passé. Marcus Porcius Cato devint le symbole de cette lutte. Homme à la constitution de fer et aux principes inébranlables, cet ancien laboureur, qui avait combattu Hannibal durant toute la guerre, du lac Tracymène à Zama, abhorrait le luxe et la corruption. Cato disait la vérité sans détour, n'épargnant ni les aristocrates ni les démagogues. Ironie du sort, il combattait des individus malfaisants, sans se rendre compte que le système lui-même était déjà irrémédiablement corrompu. Tandis que Caton faisait appel à la morale, ses adversaires se montraient bien plus rusés. Ils avaient compris que la foule n'avait pas besoin d'idéaux, mais de spectacles et de pain bon marché. En détruisant l'autorité du Sénat, les démagogues transformèrent l'Assemblée populaire en un instrument docile. Mais le véritable coup porté à Rome vint de l'économie. La bonne vieille agriculture, qui avait fait vivre la République pendant des siècles, s'était muée en un commerce impitoyable. De vastes domaines s'emparèrent des terres, et les paysans libres, qui avaient nourri Rome pendant des siècles, se retrouvèrent sans travail. Ils furent remplacés par des légions d'esclaves. Traités comme de vieux outils, exploités jusqu'à la moelle et mis au rebut une fois vieux, ils s'envolèrent. L'Italie fut envahie par les esclaves,
et les citoyens libres, appauvris, devint une populace urbaine amère. Pour apaiser cette classe dangereuse, le gouvernement baissait artificiellement le prix des céréales en les important de Sicile et de Sardaigne. Cette mesure ruina complètement les agriculteurs locaux. Pendant ce temps, un capitalisme débridé prospérait à Rome. L'argent devint la mesure de toute chose. Banquiers et percepteurs d'impôts amassaient des millions, tandis que le fossé entre riches et pauvres se creusait jusqu'à devenir un abîme. La division s'officialisa. Les sénateurs furent interdits de commerce, créant ainsi deux clans rivaux, ceux qui détenaient le pouvoir et ceux qui possédaient toute la richesse du monde. Cette lutte larvée allait bientôt faire couler le sang dans les rues. Dans ce contexte, la culture grecque envahit la Rome austère. Tel un virus, elle se propagea. Les anciens dieux furent oubliés, remplacés par les cultes orientaux, avec leur mysticisme et leurs orgies. Même les sénateurs les plus sévères commencèrent à s'entourer d'un luxe inouï. Chefs étoilés, vins exquis, philosophes grecs. Les Romains, qui s'étaient auparavant enorgueillis de leur simplicité, rivalisèrent désormais d'ingéniosité pour organiser les banquets les plus somptueux et les jeux de gladiateurs les plus sonnants. Les familles se désintégrèrent, le taux de divorce augmenta, et les femmes, ayant désormais accès à d'immenses richesses, commencèrent à revendiquer des droits toujours plus étendus. L'éducation, elle aussi, avait changé. La discipline romaine avait cédé la place au radicalisme grec. Le théâtre d'Euripide obligeait à remettre en question tout ce qui était auparavant considéré comme sacré. Les traditions ancestrales qui avaient fondé l'État s'étaient effondrées. Rome se transformait d'une communauté d'égaux en une société de maîtres et d'esclaves. La nation s'affaiblissait physiquement et spirituellement. Le temps des réformes profondes était perdu. La terre fertile, jadis labourée par de sévères soldats laboureurs, était désormais semée d'épines qui allaient bientôt étouffer la Grande République. La discipline romaine s'effondrait sans résistance. Le radicalisme grec remplaçait les austères laboureurs. Le théâtre d'Euripide accomplissait ce que les armées ennemies n'avaient pu faire. Il forçait les Romains à remettre en question tout ce qu'ils considéraient comme sacré. Les traditions ancestrales, fondement de l'État, s'écroulaient. Rome se transformait d'une communauté d'égaux en une société de maîtres et d'esclaves. La nation s'affaiblissait et le temps des réformes profondes était irrémédiablement perdu. L'influence grecque se propagea comme un virus. Des auteurs de l'Antiquité, tels que Livius Andronicus, exilé grec devenu précepteur, apportèrent à Rome l'Odyssée, mais aussi un esprit de cosmopolitisme qui mina la fierté nationale. Titus Macius Plautus, ancien acteur, inonda les scènes de comédie qui ridiculisaient tout ce qui était intrinsèquement romain. Ses héros étaient grossiers, ses intrigues mièvres et vulgaires, mais c'est précisément cet art vulgaire qui consuma la société. Même Onius, que ses contemporains plaçaient au même rang qu'Homère, sapa délibérément la foi ancienne par son rationalisme. Lorsque la culture se dégrade, l'honneur cède la place au pur calcul et à la trahison. En Espagne, les généraux romains se comportèrent comme des bandits. Ils violèrent les traités, massacrèrent ceux qui s'étaient déjà soumis et s'enfuirent honteusement du champ de bataille. Viriatus, un simple berger devenu un grand chef, se rebella contre eux. Pendant 7 ans, il ravagea les légions, jusqu'à ce que les Romains règlent le problème d'une manière typique de l'époque moderne, en corrompant ses confidents qui le poignardèrent à mort dans son sommeil. Pendant ce temps, près de Numance, l'armée romaine était dans un tel état de délabrement qu'une armée entière se retrouva encerclée et dut acheter son salut par une paix honteuse, que le Sénat répudia cyniquement par la suite. Mais le point culminant de cette nouvelle politique brutale fut le sort réservé à Carthage. Pendant des années, Marc Caton n'avait cessé de répéter la même chose. Carthage doit être détruite. Et Rome trouva un prétexte. Le Sénat, tel un concile,
exerça d'abord une influence jésuite sur les Carthaginois. Ces derniers furent contraints de livrer 300 otages issus de familles nobles. Puis, ils exigèrent toutes leurs armes. Une fois 200 000 armures et tout le matériel naval remis, les consuls annoncèrent leur ultime exigence. Rayez l'autre ville jusqu'aux fondations. Nous vous autoriserons à vous installer à 14 milles de la mer. Ce fut une condamnation à mort pour un peuple commerçant. La fureur des condamnés s'abattit sur Carthage. Un processus s'engagea que les historiens qualifieront d'incompréhensible. La ville ferma ses portes. Les femmes se coupèrent les cheveux pour tisser des cordes d'arc pour les catapultes. Les forgerons forgeaient des épées jour et nuit, utilisant les poutres des bâtiments publics comme bois de chauffage. Pas un seul traître parmi les 500 000 habitants. Pendant 2 ans, les Romains languirent impuissants sous les murs. Seul Scipion Émilien parvint à renverser le cours de la guerre. D'une main de fer, il purgea l'armée de la populace et assiégea la ville. Au printemps 146 avant Jésus-Christ, L'assaut commença. 6 jours d'enfer, où chaque maison fut défendue jusqu'au dernier souffle. Une fois le combat terminé, Scipion contempla les ruines fumantes qui avaient brûlé pendant 17 jours. Il pleura, réalisant que non seulement l'ennemi périssait dans les flammes, mais aussi la vieille Rome, honorable et fidèle à sa parole. De ses cendres naquit un nouvel empire, grand, mais infiniment cynique. Une charrue laboure la terre fumante où se dressaient encore hier les plus grands temples du monde. Il ne s'agit pas simplement de labourer, mais d'un ancien rituel de damnation. Les Romains n'ont pas seulement vaincu Carthage, ils ont décidé d'effacer jusqu'à son souvenir, transformant la métropole florissante en un désert éternel. Ironie de l'histoire, après avoir anéanti son plus grand ennemi, Rome s'est retrouvée seule face à un monstre bien plus terrifiant, elle-même. Tandis que les légionnaires se partageaient le butin, les hommes d'affaires romains affluaient dans les nouvelles provinces. Les profits, qui pendant des siècles avaient afflué dans les coffres des marchands carthaginois, atterrissaient désormais dans les poches des sénateurs et des banquiers. Rome devint incroyablement riche, mais cet or était empoisonné. L'ancienne République, maintenue par d'honnêtes paysans, commença à s'effondrer. Pourquoi employer un Romain libre quand on pouvait acheter des milliers d'esclaves? Le travail des hommes libres perdit toute valeur, leurs terres furent achetées pour une bouchée de pain, et les héros de guerre d'hier se transformèrent en une foule misérable quémandant du pain dans les rues de la capitale. L'Italie devint une poudrière, où les révoltes d'esclaves étaient réprimées avec une cruauté extrême. Des dizaines de milliers de crucifiés le long des routes devinrent un spectacle courant. Au même moment, une nouvelle menace planait sur l'Extrême-Orient. Le royaume parthe de Mithridate Ier anéantit les vestiges de l'héritage d'Alexandre le Grand et créa un empire s'étendant de l'Hindoukouche à l'Euphrate. Pour la première fois depuis des siècles, Rome avait un adversaire de son envergure. le monde n'était plus unipolaire. Mais tandis que les menaces planaient aux frontières, le cynisme s'installait à Rome. L'armée se transforma en une bande de voyous, la discipline s'effondra et la Méditerranée fut envahie par les pirates. Comble de l'horreur, ces pillards maritimes étaient souvent menés par les mêmes marchands romains qui profitaient du flux constant d'êtres humains vers les marchés aux esclaves. Dans ce marécage putride, l'étincelle de la réforme s'alluma. Tibère Gracchus, aristocrate à l'âme rêveuse, tenta d'enrayer le désastre. Il voyait les villages se vider et Rome se remplir d'une plèbe amère. Tibère proposa un plan, confisquer les terres publiques excédentaires aux riches et les restituer au peuple. Il voulait sauver la République, mais déclencha au contraire une guerre civile. Les sénateurs, refusant de perdre un seul sesterce, organisèrent un massacre en plein cœur de la ville. Tibère fut battu à mort avec des fragments de bancs sénatoriaux, devant une foule horrifiée. 300 de ses partisans périrent avec lui. C'était la première fois dans l'histoire romaine qu'un différend politique se réglait non par la loi, mais par le sang versé sur les marches du Capitole.
Mais ceux qui pensaient que la mort de Tibère réglerait le problème se trompaient lourdement. Son jeune frère, Caius Gracchus, entrait en scène. Plus intelligent, plus dur, et surtout, il était assoiffé non seulement de changement, mais aussi de vengeance. Caius avait compris que pour changer Rome, il ne suffisait pas de voter une loi, il fallait briser les fondements même de la vieille aristocratie. Le compte à rebours de la République avait commencé, et le spectre d'une ère nouvelle, née du feu et de la trahison, planait. Dès lors, le pouvoir ne s'acquiert plus par la sagesse du Sénat, mais par la loyauté des légions et la fureur du peuple. Gaius Gracchus entra en politique non pas comme un simple réformateur, mais comme un homme assoiffé de vengeance pour son frère assassiné. Plus intelligent et bien plus dangereux pour le système, son plan était simple et brillant. Pour briser l'aristocratie, il lui fallait s'assurer la loyauté du peuple. Gaius fit promulguer une loi qui garantissait du pain à chaque pauvre de Rome pour une somme dérisoire. L'effet fut immédiat. Des milliers de personnes affluèrent dans la ville, formant l'armée politique personnelle de Gracchus. Mais il ne se contenta pas de corrompre la foule. Gaius découvrit une faille au sein de l'élite et y sema la discorde, divisant la classe dirigeante en deux camps rivaux. Il transféra le droit de juger les fonctionnaires et de percevoir les impôts dans les provinces les plus riches aux chevaliers, l'aristocratie fortunée, privant ainsi les sénateurs de leurs privilèges les plus importants. Désormais, les anciens alliés se haïssaient, et Gaius devint de facto le seul maître. Il distribuait personnellement les terres, fit construire des routes et dirigea les tribunaux. En somme, Rome était habituée au pouvoir d'un seul homme bien avant César. Cependant, le Sénat avait préparé une riposte perfide. Les adversaires de Gracchus se mirent à promettre au peuple des faveurs encore plus impossibles à obtenir, dans le seul but de rallier la foule à leur cause. Et cela fonctionna. Dès que Gaius proposa d'accorder la citoyenneté à ses alliés italiens, sa popularité s'effondra. La foule romaine refusait de partager ses privilèges. Les idoles d'hier devinrent des ennemis. Tout se termina par un massacre sanglant sur l'Aventin. Les partisans de Gracchus furent massacrés, et Gaius lui-même, sentant la traque imminente, ordonna à un esclave fidèle de le tuer, dans un bois sacré au-delà du Tibre. Après sa mort, l'ère de la restauration sale commença. Le Sénat recouvra le pouvoir, mais il était dirigé par des fonctionnaires incompétents et corrompus. À Rome, l'argent pouvait tout acheter. Le roi numide Jugurtha en fut une illustration frappante. Il corrompait les généraux romains, les tribuns et des commissions sénatoriales entières. Convoqué à Rome pour faire rapport, il se contenta d'acheter le tribun, qui lui interdit de répondre aux questions. Quittant la ville, Jugurtha prononça une phrase qui allait sceller son destin. Une ville corrompue périra dès qu'on trouvera un acheteur. Seul un homme d'une nature radicalement différente pouvait bouleverser ce système corrompu. Gaius Marius était un simple soldat, un homme nouveau, sans ascendance noble. Tandis que les aristocrates perdaient des batailles à cause de leur arrogance, Marius forgeait une armée nouvelle. Il ne se contenta pas de vaincre Jugurtha, il transformait l'essence même de la légion, la rendant loyale non pas à l'État, mais au général. Et cela arriva juste à temps. Une avalanche de Cimbres et de Teutons déferlait sur Rome depuis le nord. Ces tribus germaniques avaient déjà décimé une armée romaine de 100 000 hommes à Araotion. Rome fut plongée dans une panique comparable à celle du temps d'Hannibal. Les anciennes lois furent jetées aux oubliettes. Marius fut élu consul 5 années de suite, au mépris de toutes les règles. La République cessa d'exister, se muant en dictature militaire. Le sort de la civilisation reposait désormais entre les mains des légionnaires de Marius, qui attendaient l'ennemi sur les rives du Rhône. Une bataille se profilait.
Soit Rome anéantirait les barbares, soit les barbares mettraient fin à l'histoire de la grande cité. Rome était paralysée, attendant la fin. Après la défaite humiliante d'Araustion, l'armée de 100 000 hommes avait disparu, et les barbares aiguisaient déjà leurs épées aux frontières de l'Italie. C'est alors que Gaius Marius entra en scène. Un homme qui allait non seulement sauver la ville, mais aussi changer à jamais le cours de l'histoire, transformant la République en une dictature militaire. En 1002 avant Jésus-Christ, à Aquae Sextiae, les Teutons prirent d'assaut les fortifications romaines pendant 3 jours. Marius attendit son heure. Lorsque l'immense horde se mit en marche, il porta un coup fatal. Ce ne fut pas seulement une victoire, mais un véritable massacre. La tribu teutonique disparut littéralement de la surface de la terre. Mais les Cimbres subsistèrent. Ils avaient déjà franchi les Alpes et pillaient la plaine du Pô, tandis que les troupes romaines fuyaient en panique. Le dénouement eut lieu à l'été 101 avant Jésus-Christ, à Versailles. Marius mobilisa 50 000 guerriers aguerris. Les Cimbres furent complètement anéantis, et les rares survivants finirent leurs jours en esclaves, enchaînés. Qui était ce sauveur de la patrie? Gaius Marius était le fils d'un pauvre journalier. Il grandit dans les champs, derrière une charrue, sans même avoir reçu l'instruction la plus élémentaire. La guerre devint son école. Il n'était pas un brillant stratège, mais un grand organisateur et un soldat dans l'âme. Le peuple l'adorait comme jamais auparavant. Mais c'est précisément cette popularité qui dissimulait un piège pour l'État. Marius instaura une réforme qui scella le destin de la Rome antique. Il remplaça la milice citoyenne par une armée de mercenaires professionnels. Auparavant, le soldat était un citoyen désireux de retourner à sa ferme. Désormais, c'était un professionnel, dont la patrie était le camp et dont la seule loi était la volonté de son général. L'armée devint l'instrument personnel du chef. C'était une force nouvelle et terrifiante, et Marius lui-même ne comprenait pas pleinement le monstre qu'il avait libéré. À Rome même, un bourbier politique l'attendait. Marius s'était allié aux démagogues radicaux Saturninus et Glaucia. Les rues étaient baignées de sang, et les élections dégénérèrent en massacre. La situation devint telle que le Sénat ordonna à Marius, en tant que consul, de réprimer ses propres alliés. Le héros de guerre était devenu un bourreau. Il avait anéanti ses amis politiques, mais perdu le respect de tous. Les aristocrates le méprisaient et le peuple se sentait trahi. Alors que Rome était en proie aux intrigues, un événement inattendu se produisit. Les alliés italiens, qui avaient versé leur sang pour Rome pendant des siècles, réclamaient l'égalité des droits. Ils étaient las d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Le dernier espoir de paix reposait sur Livius Drusus, un aristocrate austère et noble. Il proposait des réformes susceptibles de sauver l'État de l'effondrement. Mais un soir, sur le seuil de sa demeure, Drusus fut poignardé dans le dos. Sa mort annonça le début du désastre. L'Italie se révolta. La grande guerre sociale commença, la plus sanglante et la plus brutale de l'histoire de la péninsule, où les disciples de Rome firent la guerre à leur maître. La mort de Livius Drusus fut l'élément déclencheur d'une avalanche de bouleversements. L'Italie s'embrasa, mais tandis que les légions combattaient leurs anciens alliés, un drame plus terrifiant encore que n'importe quel thriller se jouait au cœur de Rome. Le tribun Sulpicius Rufus décida de contourner le système en s'appuyant sur la foule, mais il se heurta à un homme habitué à transgresser les règles, Lucius Cornelius Sulla. Lorsqu'on tenta de lui retirer le droit de mener une armée vers l'Orient, il commit l'impensable. Il désobéit à la loi. Sylla s'adressa à ses soldats par une remarque brève mais cinglante. Si un autre général partait en guerre, l'or de l'Asie irait à d'autres légions. L'effet fut immédiat. Les légionnaires, furieux, mirent en pièces sur le champ les envoyés du Sénat, porteurs de l'ordre de démission. Sylla fit volte-face et marcha sur Rome.
Pour la première fois de l'histoire, des légions romaines prirent d'assaut leurs propres remparts. Discipline de fer contre brutalité. L'issue était inévitable. La ville tomba, Sulpicius fut tué, et son allié Marius s'enfuit dans les sables africains. Une fois au pouvoir, Sylla ne s'embarrassa pas de cérémonie. Il ordonna des exécutions sommaires, élimina ses ennemis politiques et restructura brutalement l'État. Il rendit le pouvoir à l'aristocratie et neutralisa de fait les tribus. Mais Sylla était fataliste. Laissant ses hommes à Rome, il fit voile vers l'Orient. Véritable tyran de l'Antiquité, il était un homme à la force herculéenne, maîtrisant des dizaines de langues et doté d'un instinct de trahison féroce. Mithridate décida de mettre fin à la domination romaine d'un seul trait de plume sanglant. Il émit un ordre secret. Un jour précis, tous les Italiens d'Asie mineure devaient être massacrés, sans exception. 150 000 personnes périrent. Hommes, femmes et enfants. Ils furent massacrés dans les temples où ils avaient trouvé refuge. Après cela, Rome n'eut d'autre choix que de mener une guerre d'extermination totale. Tandis que Sylla et une poigne de vétérans écrasaient l'armée royale de 100 000 hommes à Chéronée et Orchomène, un véritable enfer se déchaînait à Rome. Le consul Cinna organisa un coup d'État et rappela d'exil le vieux et fou Gaius Marius. Le septuple consul, jadis héros national, n'était plus qu'un fantôme assoiffé de sang. Pendant 5 jours, le carnage se poursuivit à Rome. Marius faisait exécuter quiconque ne répondait pas à son salut ou paraissait simplement suspect. Le forum était jonché de têtes de sénateurs et les esclaves pillaient impunément les demeures de leurs maîtres. Ce cauchemar ne prit fin qu'avec la mort de Marius, qui mourut dans un délire fiévreux 1 semaine après sa prise de pouvoir. Cinna demeura seul maître de l'Italie pendant 3 ans. Il se sentait maître de la situation jusqu'à ce que des nouvelles inquiétantes lui parviennent d'Éphèse. Sylla signa la paix avec Mithridate. Il ignora les ordres de Rome, où il avait été officiellement déclaré ennemi du peuple. Sylla rentrait chez lui, ses légions invaincues. La guerre civile atteignait son paroxysme sanglant, et personne n'espérait la clémence. Tandis que l'Italie retenait son souffle, Cinna jouissait pendant 3 ans d'un pouvoir illusoire. Mais une lettre d'Éphèse glaça le sang des sénateurs. Sylla revenait. Il ne demandait ni quartier, ni compromis. Lorsque Cinna tenta de l'intercepter en Grèce, ses propres soldats le poignardèrent à mort. L'armée de Sylla, 40 000 vétérans ayant enduré le feu et l'eau, marchait inexorablement sur Rome. 100 000 recrues étaient rassemblées pour lui faire face, mais l'issue de cette rencontre était déjà connue d'avance. Sylla agissait comme un chirurgien calculateur. Il ne se contentait pas de faire la guerre, il ralliait les villes à sa cause, leur promettant ordre et sécurité. Au printemps 1883, il débarqua à Brindis. Il fut aussitôt rejoint par le jeune et ambitieux Cnéus Pompée et ses légions. Les troupes du Sénat se dispersèrent sous nos yeux. Des armées entières rallièrent la bannière de Sylla en plein milieu des négociations. Mais les radicaux ne cédèrent pas. Le jeune Marius, aussi féroce que son père, ordonna un bain de sang dans la ville avant de fuir Rome, massacrant tous les partisans les plus influents de Sylla dans la salle de l'Assemblée. Le point culminant fut atteint le 21 octobre 1882, à la Porte-Colline. Les Samnites et les derniers démocrates marchèrent sur Rome avec un seul but, railler la ville haïe de la carte. La bataille fit rage toute la nuit. Ce n'était pas seulement une guerre, mais un véritable massacre où aucune pitié ne fut accordée. Au matin, Sylla célébra sa victoire. 6 000 prisonniers furent exécutés au pied même du temple, où Sylla inaugurait calmement le Sénat. Le bruit des épées et les gémissements des agonisants couvraient les discours des politiciens. C'était un signal clair, une ère nouvelle s'annonçait. Devenu dictateur absolu,
Sylla déchaîna une machine de terreur légale, les proscriptions. Des listes de noms furent affichées sur le forum. N'importe qui pouvait tuer n'importe qui figurant sur la liste et recevoir de l'or en récompense. Les biens des personnes tuées étaient confisqués et leurs enfants privés de tout droit. Près de 5000 personnes, dont des dizaines de sénateurs, furent effacées de l'histoire. Mais derrière ce chaos sanglant se cachait un calcul froid et étatique. Sylla détruisait l'ancien système pour en bâtir un nouveau. Il réécrivit entièrement les lois de l'Empire. Il redonna du pouvoir au Sénat, réduisant les tribuns du peuple à de simples ombres, et créa un système judiciaire qui allait devenir le fondement de toute l'Europe. Sylla dispersa 120 000 de ses vétérans à travers l'Italie, formant un bouclier humain pour son régime. Mais une fois son œuvre achevée, il fit quelque chose d'absolument inattendu. En l'an 79, Sylla se rendit simplement sur la place publique, congédia sa garde personnelle et démissionna. L'homme qui avait semé la terreur dans la moitié du monde redevint du jour au lendemain un citoyen ordinaire. Il traversa la foule qui, la veille encore, tremblait à sa simple vue, et personne n'osa lever la main sur lui. Chanceux, Sylla partit invaincu, laissant derrière lui un état renouvelé et une paix acquise au prix d'un immense bain de sang. Mais cette paix fut-elle durable? L'histoire a montré qu'elle n'était que le calme avant la tempête. Sylla était parti, mais il laissait derrière lui une poudrière. Pendant 40 ans, l'Italie avait été déchirée par l'anarchie et le chaos. Rome était au bord du gouffre, et sans Sylla, le grand État aurait pu disparaître avant même ce moment. Il fit tout son possible pour sauver l'ancien système aristocratique, mais il se heurta à une tâche impossible. Ressusciter un cadavre est impossible. L'oligarchie à laquelle il avait légué la République réformée était irrémédiablement corrompue et faible. La plus grande erreur de Sylla résidait dans son cynisme glaçant. Ces fameuses proscriptions, des listes de personnes à abattre affichées à la vue de tous, ont fait du meurtre un rite d'État. Lorsqu'il ordonna l'exécution publique d'un général rebelle, il ne faisait pas que rétablir l'ordre, il brisait la conscience morale de la nation. Cette indifférence face aux crimes de ses partisans a ouvert la voie à des crises encore plus brutales et inqualifiables qui allaient bientôt embraser le monde. Tandis que Rome étendait ses frontières, tout à l'intérieur était en proie à l'instabilité. Le premier acte d'une lutte qui ne prendrait fin qu'avec la chute de l'Empire se profilait déjà à l'horizon, un affrontement avec les tribus germaniques et nomades. En Italie même, la situation était tout aussi explosive. 13 millions d'esclaves contre 7 millions de citoyens libres. C'était un fléau social gigantesque qui rongeait la population rurale et transformait les hommes libres en une foule de prolétaires. Les Romains cessèrent de payer des impôts, transférant l'intégralité du fardeau financier aux provinces. L'administration locale se transforma en un pillage légalisé, où les fonctionnaires honnêtes étaient plus souvent jugés que les voleurs. Et dans la capitale même, une ère de consommation effrénée prospéra. Ce n'était pas une culture raffinée, non. C'était le luxe grossier et vulgaire d'un peuple dépourvu de goût. Des palais coûtaient des centaines de fois plus cher que des maisons ordinaires, et des spectacles sanglants où une centaine de lions étaient lâchés simultanément dans l'arène. Les mœurs rigoureuses de nos ancêtres ne subsistaient que dans les régions les plus reculées d'Italie, tandis que Rome sombrait dans l'or et le vice. Même les dieux semblaient avoir abandonné la ville éternelle. L'ancienne religion n'était plus qu'une vaine formalité, un instrument d'intrigue politique. L'élite intellectuelle se tourna vers la philosophie stoïcienne ou épicurienne, y cherchant un réconfort, tandis que les classes populaires embrassaient le mysticisme et les cultes orientaux. Des devins arpentaient les rues, et le Sénat, sous la pression de la foule, débattait sérieusement des prophéties des 10 heures de bonne aventure de passage. Parallèlement, un bouleversement majeur s'opérait.
Rome absorbait la Grèce physiquement, tandis que la Grèce absorbait Rome intellectuellement. L'éducation hellénique devint obligatoire, mais, outre la sagesse, elle entraînait également une dégradation des mœurs. La satire émergea, un genre féroce et mordant qui devint le miroir de cette société en déclin. L'historien Polybe, témoin de tout cela, comprit. Il assistait à la naissance d'une nouvelle civilisation mondiale sous l'hégémonie romaine. Mais le prix de cette unité fut terrible. Le soleil de la liberté se couchait, et le monde sombrait dans le crépuscule, derrière lequel se cachait une nouvelle tempête, plus terrible encore. La Grèce conquit Rome sans tirer une seule flèche. Tandis que les légions parcouraient le monde, la culture hellénique érodait lentement les vertus de la Rome antique. C'était une époque de façades fastueuses et de fondements pourris. L'historien Polybe, fort de sa logique grecque, disséqua froidement l'histoire romaine. Il l'apercevait non comme un drame, mais comme un mécanisme. Pour lui, la religion et l'honneur n'étaient que des rouages, et non l'expression des aspirations profondes. Comparés à ses écrits, les chroniques romaines paraissaient de pitoyables contes de fées, truffés de dates fictives et de listes fastidieuses. Les Romains apprirent à parler avec élégance, mais leur rhétorique devint artificielle. Ils pillèrent les temples grecs, rapportèrent des statues à Rome, mais ne parvinrent pas à produire un seul grand artiste ou architecte. Leur seul domaine d'excellence fut le droit. La jurisprudence devint leur bouclier et leur épée. Quintus Mucius Scaevola posa les fondements du droit encore en vigueur aujourd'hui. Mais derrière les lettres de la loi se cachait un vide. La créativité s'éteignit. La nation vieillit sans jamais atteindre sa pleine maturité. Lorsque le dictateur Sylla se retira dans l'ombre, laissant le pouvoir à une poignée d'aristocrates, Rome devint une poudrière. Tous étaient contre le Sénat, des juristes rigoureux aux mendiants rêvant d'un repas gratuit. Mais aucun chef ne se détachait. Ceux dont les noms allaient bientôt résonner pendant des siècles entrèrent en scène. Gnaeus Pompée, courageux mais ordinaire, toujours en quête de gloire mais redoutant le dernier pas. Marcus Crassus, un avide d'argent qui pensait que seuls ceux qui pouvaient entretenir leur propre armée étaient véritablement riches. Et, tapi dans l'ombre, le jeune Jules César se profilait déjà, connu seulement pour ses dettes et son dandysme extravagant. Mais le véritable génie attendait son heure en Espagne. Quintus Sertorius, surnommé le Nouvel Hannibal, y établit son propre empire. Il vainquit Pompée à 4 reprises, prouvant ainsi que le talent primait sur les légions. Sa défaite ne survint pas au combat. Il fut traîtreusement assassiné par son propre peuple lors d'un banquet. La mort de Sertorius offrit un répit à Rome, mais non le salut. Les mers grouillaient de pirates qui avaient bâti leur propre état de bandits aux liens quasi maçonniques. Ils kidnappaient des nobles, bloquaient les ports et imposaient leurs lois à l'ensemble de l'Empire, tandis que le Sénat, impassible, abandonnait les provinces à leur sort. À l'est, Lucullus y fit la guerre à Mithridate et Tigrane. Commandant brillant, il était pourtant haï de ses propres soldats et méprisé par le Sénat. Il vainquit des armées de 200 000 hommes, mais succomba aux intrigues romaines. Lucullus entreprit une retraite impossible à travers les montagnes, surpassant les campagnes légendaires de l'Antiquité, mais ne revint nulle part. Tandis que l'élite se partageait le pouvoir, la colère grondait déjà dans les écoles de gladiateurs. Quelques esclaves, menés par Spartacus, se préparaient à porter un coup qui ferait trembler Rome. Le crépuscule de la liberté s'assombrissait enfin, et le monde retint son souffle, attendant une nouvelle tempête, plus terrible encore. C'était le début de la fin de l'Ancien Monde et la naissance de l'ère des épées et des monarques militaires. Tout commença avec un groupe de 73 gladiateurs, une poignée de fugitifs qui, en quelques mois, se transformèrent en cauchemar pour toute l'Italie.
Lorsque Rome dépêcha 3000 hommes pour disperser une bande de brigands au pied du Vésuve, personne ne s'attendait à ce que ces soldats professionnels prennent la fuite, paniqués, après la première attaque audacieuse des esclaves. Ce fut une honte indélébile. Les forces de Spartacus grandirent comme une boule de neige. 40 000 hommes sous leur bannière, légion anéantie, consul vaincu. Mais une discorde se préparait au sein de cette armée. Tandis que Spartacus rêvait de mener ses hommes au-delà des Alpes vers la liberté véritable, ses camarades, grisés par le pillage, n'aspiraient qu'une seule chose, la vengeance et l'or. Rome sombra dans le désespoir. Le Sénat confia le pouvoir à Marcus Crassus, un homme qui ne comprenait que le langage de la force. Pour contraindre ses soldats au combat, il rétablit l'ancienne et terrible loi de décimation, exécutant 1 homme sur 10 dans chaque unité en fuite. Désormais, les légionnaires craignaient leur commandant plus que l'ennemi. Spartacus tenta de négocier avec des pirates pour transporter l'armée en Sicile, mais ces derniers, après avoir empoché l'argent, ne se présentèrent pas. En 71 avant Jésus-Christ, eut lieu le massacre final. Spartacus tomba au combat, luttant comme un lion, et 6000 de ses partisans connurent leur dernier souffle sur des croix le long de la voie appienne. La rébellion fut étouffée dans le sang, mais la République ne serait plus jamais la même. Tandis que les cris des crucifiés s'estompaient en Italie, Pompée, le héros de la guerre d'Espagne, revenait à Rome. Il n'allait pas demander, il exigeait. Le Sénat, englué dans la corruption et les intrigues, tenta de freiner ses ambitions. Mais Pompée fit un coup d'éclat. Il forma une alliance avec les démocrates et son ancien rival, Crassus. Ensemble, ils démantelèrent le système de Sylla, rendirent le pouvoir aux tribuns et transformèrent de fait le Sénat en une mascarade. Le véritable triomphe de Pompée l'attendait en mer. Les pirates avaient paralysé le commerce et Rome était littéralement affamée. Doté de pouvoirs sans précédent, quasi dictatoriaux, Pompée accomplit l'impossible. En 40 jours seulement, il libéra la Méditerranée occidentale et 2 mois plus tard, éradiqua complètement les repères de pirates à l'est. Ce fut une opération militaire parfaite. Il tourna ensuite son attention vers l'Asie, où le roi Mithridate avait résisté pendant des décennies. Après une défaite nocturne et la trahison de son propre fils, le grand ennemi de Rome fut contraint de s'empoisonner. Pompée redessina la carte du monde à son gré. Syrie, Judée, Pont, tout fut intégré à un vaste système. Des dizaines de nouvelles villes furent fondées, d'anciennes cités-États gagnèrent en autonomie et les revenus de l'État augmentèrent de moitié. Le peuple s'étonna de constater que, sous l'autorité d'un seul homme, la situation était bien meilleure que sous un gouvernement global. Mais derrière cette façade clinquante se cachait une vérité troublante. L'ancienne République avait disparu. Le pouvoir n'appartenait plus aux lois, mais aux épais et à ceux qui savaient les manier. Le monde se figea, conscient que le calme serait de courte durée, car dans l'ombre de Pompée, ceux qui étaient prêts à contester sa grandeur commençaient déjà à se lever. Tandis que Pompée rétablissait l'ordre en Orient, un jeu se jouait à Rome même, où la survie de la République était en jeu. La vieille aristocratie capitula sans hésiter. Des figures influentes comme Lucullus se retirèrent dans l'ombre, et la jeunesse préférait les banquets aux luttes politiques. Seul Marcus Caton demeura au premier plan. Un homme d'une intégrité irréprochable, mais d'une faiblesse alarmante. Il tenta de soigner un État agonisant avec des remèdes dépassés, sans se rendre compte que le temps des lois était irrémédiablement révolu. À cette époque, les démocrates transformaient les rues en un véritable cirque. Ils brandissaient les trophées interdits de Caius Marius, dénonçaient la corruption et réclamaient du pain à bas prix. Mais derrière ce vacarme, il n'y avait aucune sincérité. Les meneurs promettaient des montagnes d'or, mais en réalité, ils craignaient Pompée plus que le Sénat.
Le principal metteur en scène de ce théâtre clandestin était Gaius Julius César. Tandis que d'autres complotaient pour s'enrichir, il ourdissait un plan d'une ampleur inimaginable pour ses contemporains. Pour déjouer Pompée, César avait besoin du chaos. Et le chaos arriva sous les traits de Lucius Catilina. Cet aristocrate désargenté, initié au vice, était prêt à tout: assassiner les consuls, incendier Rome et effacer les dettes. Catilina devint l'instrument idéal. Lorsque son complot fut découvert, le consul Cicéron commit une erreur fatale. Pour sauver la ville, il fit exécuter les conspirateurs sans procès. Le peuple exulta, le saluant comme le père de la patrie, mais en réalité, c'était le suicide juridique de la République. Il s'avéra que même les défenseurs de la loi ne pouvaient faire face à une menace sans la transgresser. La démocratie s'était irrémédiablement discréditée en s'alliant aux anarchistes. À son retour, Pompée s'attendait à ce que Rome se prosterne à ses pieds. Mais le Sénat, grisé par sa victoire sur Catilina, accueillit le héros froidement. On lui refusa des terres pour les vétérans et on se mit à critiquer le moindre détail de ses décrets orientaux. Pompée commet alors un acte étrange. Il dispersa l'armée, s'appuyant sur son autorité personnelle. Aussitôt, il passa du statut de commandant redoutable à celui de risé. C'est à ce moment précis que César porta son coup décisif. Au lieu de déclarer la guerre à Pompée, il lui proposa une alliance. Crassus, l'homme le plus riche de Rome, qui avait lui aussi des comptes à régler avec les aristocrates, se joignit à eux. Ainsi naquit le premier triumvirat, une alliance d'épée, d'argent et de génie. Le Sénat tenta de résister, mais César, devenu consul, s'affranchit de toutes les formalités. Mais César l'avait compris. À Rome, le pouvoir reposait sur les mots, et dans les provinces, sur les légions. Pour devenir véritablement grand, il lui fallait une armée fidèle. Il obtint un mandat de 5 ans en Gaule. Désormais, il avait carte blanche et le droit de recruter des troupes. Quittant Rome, il élimina habilement ses principaux adversaires. Caton fut exilé avec honneur et Cicéron, terrifié, s'enfuit des pays. César se retira vers le nord pour revenir quelques années plus tard, non seulement en homme politique, mais en maître du monde. Les forêts gauloises attendaient leurs conquérants, et Rome ignorait que son sort était déjà scellé. En 58 avant Jésus-Christ, les querelles politiques interminables de Rome prirent fin. Une histoire qui allait redessiner la carte du monde commençait. Tandis que les aristocrates de la capitale se disputaient des gains insignifiants, César entreprit un voyage vers le nord pour prouver que la civilisation finit toujours par absorber ceux qui échouent à créer un État unifié. C'est une loi de l'histoire, aussi immuable que les lois de la physique. La Gaule n'était pas un désert peuplé de sauvages. C'était un pays riche, doté d'excellentes routes et de villes densément peuplées. Les Gaulois furent les premières à fertiliser la terre et à construire de puissants navires à voile, tandis que les Romains utilisaient encore des rames. Mais ils avaient une faiblesse fatale, la désunion. Des centaines de clans, des querelles incessantes entre princes et l'absence de loi, la Gaule était comme une poudrière sur laquelle César alluma une allumette. Le premier défi sérieux vint des Helvètes. 360 000 hommes décidèrent d'incendier leur foyer et de marcher vers l'ouest en quête d'une vie meilleure. César, ne disposant qu'une seule légion, leur barra la route. C'était un pari risqué, frôlant la folie, mais finalement, à peine un tiers des Celtes rentrèrent chez eux. Les autres restèrent à jamais en Gaule. Puis tomba le chef germanique Arioviste qui avait osé parler d'égal à égal à Rome. César poursuivit son avancée, et en quelques années, tout le territoire du Rhône à la Manche était sous son joug. En 1556, les Romains rencontrèrent les Vénètes, maîtres de l'Atlantique. Leur grand voilier semblait imprenable pour les galères romaines, mais l'ingéniosité des légionnaires triompha de leur technologie. Ils commencèrent à couper les cordages des navires ennemis à l'aide de couteaux fixés à de longues perches. Lorsque le vent se calma,
la flotte gauloise immobile devint une proie facile. Cependant, soumettre un peuple ne signifie pas le maintenir sous son joug. La cruauté de Rome éveilla chez les Celtes un sentiment qui leur avait fait défaut pendant des siècles, le patriotisme. Lorsque leur chef respecté Dumnorix fut assassiné sur ordre de César, la rébellion s'embrasa. Vercingétorix prit la tête du mouvement. Fin stratège, il comprit que César ne pouvait être vaincu par les armes. Il mit en œuvre une politique de la terre brûlée, attirant les Romains dans un piège de famine. Le point culminant fut atteint aux portes d'Alésia. César avait encerclé les Gaulois dans la ville, mais il se retrouva lui-même encerclé. 250 000 de miliciens étaient venus au secours de Vercingétorix. Ce fut une lutte pour la survie. Mur contre mur, fin contre discipline de fer. César combattit personnellement en première ligne, et le moral des Gaulois se brisa. Vercingétorix se rendit pour sauver ses hommes. Et 5 ans plus tard, sa tête roula sur ses épaules lors du triomphe des vainqueurs. La Gaule demeura silencieuse pendant 5 siècles, devenant le socle de la culture européenne. Mais tandis que César forgeait à grandeur au nord, Rome sombrait dans le chaos. Pompée le Grand, resté dans la capitale, se trouva impuissant face aux bandes de rue du tribun Claudice. L'homme le plus puissant de la République craignait de quitter sa demeure, tandis que la foule dictait sa loi. L'ancien ordre s'effondrait. Le Sénat, qui avait jadis gouverné le monde, n'était plus qu'une assemblée de vieillards apeurés. Tous attendaient le retour de César, conscients que la vieille Rome avait disparu, et que seule l'ombre d'une guerre civile imminente planait à l'horizon. Rome suffoquait. Tandis que César forgeait sa grandeur dans les forêts de Gaule, la capitale elle-même sombrait dans le chaos. L'ancien ordre s'effondrait, les bandes régnaient sur les rues et le Sénat ressemblait à une assemblée d'ombres apeurées. Seul un miracle ou un chef charismatique semblait pouvoir sauver la République. Mais au lieu d'un sauveur, Rome reçut 3 maîtres dont les ambitions allaient bientôt plonger le monde entier tout entier dans le sang. En 56 avant JC. Une réunion se tint à Luc, qui sera plus tard qualifiée de « révision de la démocratie ». En réalité, il s'agissait d'un complot secret. César, Pompée et Crassus se partagèrent le monde. 200 sénateurs accoururent pour rendre hommage à leur nouveau maître. César obtint 5 années supplémentaires de pouvoir en Gaule, tandis que Pompée et Crassus reçurent le consulat et de nouvelles légions. Toute résistance fut vaine. Même le grand Cicéron, cet orateur hors pair, changea rapidement de discours et se mit à vanter les mérites du triumvirat. L'opposition devint une farce et le Sénat un instrument docile, approuvant sans réserve les décisions nécessaires. Mais cette alliance reposait sur un équilibre fragile qui finit par s'effondrer dans les sables brûlants de Mésopotamie. Marcus Crassus, rêvant d'une gloire qui éclipserait les exploits de César, entra en guerre contre les Parthes. Ce fut un désastre. Les légions romaines, habituées aux combats directs et équitables, se révélèrent impuissantes face à l'insaisissable cavalerie parthe. À la bataille de Kars, l'armée fut littéralement décimée par des nuées de flèches. Crassus périt, et avec lui disparut le dernier rempart entre les 2 titans. La mort de Crassus brisa le triangle du pouvoir. Désormais, seuls 2 hommes se partageaient le sommet, César et Pompée. Et il n'y avait pas de place pour les 2 sur cet Olympe. Pompée, jadis idole du peuple, se rapprocha rapidement des aristocrates du Sénat. Ces derniers craignaient César plus que la mort et voyaient en Pompée leur dernier espoir. Le piège se referma. Le Sénat exigea que César dissolve immédiatement son armée et rentre à Rome comme simple citoyen. Mais César était trop avisé pour se laisser faire. Il savait que sans ses légions, il n'affronterait pas le triomphe, mais le tribunal et l'exil honteux. Les tensions atteignirent un point de non-retour. En décembre 1550, Pompée quitta Rome pour superviser personnellement les préparatifs militaires. La guerre était devenue inévitable.
César, à Ravenne, comprenait que tout retard serait fatal. Il ne disposait que de 5000 soldats, une légion face à la puissance de l'État tout entier. Mais il prit un risque inattendu, une action d'une rapidité folle, presque suicidaire. Pendant que le Sénat débattait de subtilités juridiques, César avait déjà franchi la ligne rouge. Pompée, qui s'était vanté de pouvoir d'un simple coup de pied remplir l'Italie de légions, s'enfuit paniqué. Il ne s'attendait tout simplement pas à une telle audace. Les sénateurs abandonnèrent leur foyer et le chaos régna dans la capitale. César ne venait pas pour piller, il venait pour reprendre ce qui lui appartenait. Le grand jeu avait commencé, et l'Empire lui-même était en jeu. Des années de bataille s'annonçaient, où les amis d'hier deviendraient des ennemis acharnés, et où le sort du monde se jouerait par la pointe de l'épée. Le 17 mars, le dernier navire de Pompée quitta Brindisium. En 10 semaines à peine, César était devenu maître de l'Italie et s'était emparé du trésor public. Tandis que Rome se figeait, redoutant de sanglantes représailles, Caius Julius surprit tout le monde. Point de terreur, seulement un ordre strict. Mais derrière ce calme apparent se cachait une tempête. Le Sénat résistait, tandis que les alliés de Pompée de la veille se partageaient déjà la peau d'un lion encore vivant. César n'attendit pas. Il se précipita en Espagne pour porter un coup fatal à l'ennemi. À Ilerda, la nature elle-même se rebella contre lui. Une crue soudaine coupa l'armée de tout ravitaillement. La famine menaçait déjà, mais une manœuvre audacieuse renversa le cours de la guerre. Les légions espagnoles capitulèrent et Massalia tomba. Mais après le triomphe vint la tragédie. Curio, commandant talentueux et ami fidèle de César, périt dans les sables africains. Ce fut un coup dur, mais la grande bataille ne faisait que commencer. Entre-temps, la crème de l'aristocratie s'était réunie en Grèce. Une atmosphère étrange régnait. Ils haïssaient César, mais ils se haïssaient encore davantage. Caton déclara ouvertement qu'une victoire pour son peuple l'effrayait plus qu'une défaite. Pendant ce temps, Pompée, entouré de conseillers incompétents, hésitait. En vain. Durant l'hiver 48 avant Jésus-Christ, César tenta une traversée téméraire de la mer sous le nez de la flotte ennemie. Il risqua le tout pour le tout et faillit perdre. À Dyrrachium, Pompée le mit en déroute. César fut coupé de la mer, sa flotte incendiée et ses soldats affamés. Tout semblait perdu. Mais Pompée commit une erreur fatale. Il laissa l'ennemi s'échapper. Le dénouement eut lieu à Pharsale. Les 22 000 soldats épuisés de César se retrouvèrent face à une armada de 47 000 hommes. Pompée avait confiance en sa cavalerie, mais César lui avait tendu un piège. Un détachement d'infanterie dissimulée frappa les cavaliers de plein fouet. La panique s'empara des troupes. Le grand Pompée abandonna tout et s'enfuit en Égypte, où, au lieu du salut, il trouva un poignard dans le dos. César arriva à Alexandrie alors que la tête de son ennemi était déjà tranchée. Il pleura en la voyant, mais il n'avait pas le temps pour le deuil. L'Égypte l'avait entraîné dans le tourbillon des intrigues de Cléopâtre et des combats de rue. Il passa 6 mois dans le palais assiégé, luttant pour sa survie jusqu'à l'arrivée des renforts. Après la victoire éclair contre le roi Pharnace en Asie mineure, ce même « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu », César retourna en Italie. Là, un nouveau défi l'attendait, ses propres légions. Les vétérans réclamaient de l'argent et leur démission. César fit face seul à la foule enragée. Il prononça un seul mot, citoyen. Ni camarade, ni soldat, mais citoyen. C'était une insulte pour ceux qui étaient habitués à la gloire. Les soldats pleuraient et suppliaient d'être réintégrés. Le dénouement de ce drame se déroula en Afrique. À Thapsus, l'armée de la République fut anéantie. 50 000 cadavres jonchaient le champ de bataille. Caton, le dernier idéaliste du vieux monde, se trancha la gorge, refusant la clémence du tyran. La République s'effondra. De ses ruines émergea un homme
dont le nom restera à jamais celui des plus grands souverains de l'histoire. Après le bain de sang de Thapsus, Rome ne comptait plus qu'un seul maître, Jules César. Son esprit était d'une rapidité fulgurante. Tandis que d'autres élaboraient encore leur stratégie, César célébrait déjà la victoire. Son secret était simple. Il ne triompha pas par le nombre, mais par une rapidité incroyable et sa capacité à concentrer ses forces là où personne ne les attendait. César était un aristocrate dans l'âme, et pourtant, il resta un homme de l'armée. Dans sa jeunesse, il vécut pleinement, savourant tous les plaisirs. Mais, contrairement à beaucoup, il ne perdit jamais une once de son énergie débordante. Brillant, abstinent, il évoluait dans un monde ivre de pouvoir. Il voyait la réalité telle qu'elle était, ne poursuivait jamais de rêves irréalisables et trouvait toujours le chemin le plus court vers son but. Sa mémoire était phénoménale. Il pouvait gérer plusieurs affaires complexes simultanément sans en omettre le moindre détail. Devenu seul maître, César ne joua pas à la carte de la démocratie. Il adopta le titre de dictateur permanent. En substance, il restaura le pouvoir des anciens rois, mais avec une grâce diabolique. Les statues des 7 rois légendaires de Rome se dressaient déjà sur le Capitole. César ordonna simplement qu'une 8e, la sienne, soit érigée. Il refusa même le titre de roi, que les Romains abhorraient, mais s'entoura d'un tel faste et d'une telle cérémonie que nul ne doutait de la mort de la République. Il transforma le Sénat, ce bastion de la vieille noblesse, en un conseil docile. Pour diluer l'opposition, César doublait presque le nombre de sénateurs, y incluant ses partisans, gaulois et espagnols, qui parfois maîtrisaient à peine le latin. La vieille garde était furieuse à la vue de ces barbares en toge blanche, mais elle était impuissante. En 5 ans et demi, César a tout bouleversé. Il a repris le contrôle des finances pillées depuis des années. Imaginez, 1/3 million de personnes à Rome vivaient de la nourriture gratuite distribuée par l'État. César a réduit ce nombre de moitié, ne laissant que ceux qui en avaient réellement besoin. Il a transformé une aide aux oisifs en un véritable système d'assistance sociale. Rome, à cette époque, ressemblait à un véritable enfer. C'était une ville aussi peuplée qu'une métropole moderne, mais avec une police digne d'une ville de province. Des rues étroites et sinueuses, des gratte-ciels gigantesques qui s'effondraient ou brûlaient sans cesse, et des hordes de bandes armées. César entreprit un vaste programme de construction, nouveaux marchés, tribunaux, bibliothèques. Il envisageait même de détourner le Tibre pour protéger la ville des inondations et étendre les zones résidentielles. Mais un détail allait finalement déterminer l'avenir. César voulait que l'État soit gouverné par la loi et non par l'épée. Il dispersa ses fidèles légions gauloises, espérant ainsi rétablir l'ordre civil. Cependant, l'histoire lui joua un rôle cruel. La monarchie qu'il avait instaurée se transforma rapidement en dictature militaire. Il anéantit le pouvoir des banquiers et des aristocrates, mais les soldats prirent leur place. La tragédie de César réside dans le fait qu'en tentant de sauver la nation, il inaugura involontairement une ère où la force brute faisait loi. Tandis que le monde admirait son génie, dans son dos, ceux qui ne pouvaient lui pardonner sa grandeur aiguisaient déjà leurs poignards. Rome, au crépuscule de la République, était un monde de contrastes saisissants, où la classe moyenne était inexistante. D'un côté, 2000 familles richissimes possédaient littéralement le monde. De l'autre, des millions de mendiants. Le travail honnête était méprisé, tandis que ceux qui dilapidaient des fortunes bâties par l'esclavage étaient encensés comme de véritables aristocrates. C'était une société où la pauvreté était considérée comme le seul vice impardonnable, presque un crime. Derrière la façade étincelante des villas de marbre se cachaient des dettes astronomiques. Même les familles les plus nobles vivaient à crédit, rivalisant d'extravagance dans le luxe insensé des dîners ou la splendeur des funérailles. De ce fait, la haute société et la basse société se ressemblèrent de façon effrayante. Toutes deux vivaient pour des plaisirs futiles. Les uns réclamaient du pain gratuit et des combats de gladiateurs sanglants,
tandis que d'autres se noyaient dans des dépenses inconsidérées, poursuivant les biens les plus précieux. Les valeurs familiales s'effritaient. Les femmes s'immiscèrent de plus en plus dans les jeux politiques impitoyables des hommes, et les jeunes hommes perdirent leur volonté d'antan, se transformant en sybarites efféminés. César constata que la corruption sociale rongeait la nation et comprit que de simples mesures superficielles ne suffiraient pas. Une action radicale s'imposait. Il s'attela à cette tâche avec l'énergie d'un homme conscient de son sort. Pour enrayer le déclin de l'Italie, il interdit aux citoyens valides de quitter le pays pour de longues périodes. Il imposa des lois somptuaires rigoureuses, suscitant la raillerie dans les salons, et institua des récompenses pour les pères de familles nombreuses afin de sauver la famille romaine. Mais son geste le plus audacieux fut sa tentative de briser l'échine de l'oligarchie financière. César lança une véritable révolution, proclamant un principe qui allait plus tard constituer le fondement de la civilisation moderne. La liberté d'un citoyen ne saurait être confisquée pour cause de dette. Il limita strictement les taux d'intérêt usuraires et contraignit les capitalistes à investir dans la terre, redonnant ainsi vie aux domaines ruraux abandonnés. Ses ambitions dépassaient largement les murs de Rome. Avant César, les provinces n'étaient que des poulaillers pour des gouverneurs avides qui pillaient leurs sujets comme des bandes de brigands. César, quant à lui, entreprit de bâtir un État mondial unifié. Il reconstruisit Corinthe et Carthage, alors en ruine, les transformant en nouveaux centres de pouvoir, et commença à accorder aux anciens ennemis, les Gaulois et les Espagnols, les mêmes droits qu'aux Romains. Même le temps se pliait à sa volonté. Avec des érudits d'Alexandrie, il corrigea le calendrier qui servirait de référence à l'humanité pour les 15 siècles à venir. Mais tandis que César façonnait l'avenir, le vieux monde préparait une contre-attaque. La foi traditionnelle de leurs ancêtres ne les animait plus, et les Romains se réfugiaient de plus en plus dans les mystérieux cultes orientaux, la magie et le mysticisme. Dans ce vide spirituel, César œuvrait sans relâche, tentant de panser les plaies de l'État, insensible aux ombres grandissantes qui planaient sur lui et aux menaces toujours plus acerbes des conspirateurs. Pendant que les conspirateurs affûtaient leurs armes dans le dos du dictateur, Rome était en proie à une véritable frénésie poétique. Tous ceux qu'ils croisaient écrivaient de la poésie, malgré leur manque total de talent. La ville était littéralement inondée de feuilles d'Acta Diurna, ancêtres des journaux apotins et faits divers d'aujourd'hui. Les livres étaient produits en masse. Des centaines de scribes esclaves rédigeaient à la chaîne des rouleaux pour les boutiques à la mode, sous la dictée d'un maître. Mais derrière ce tumulte se cachait le vide. Le théâtre sombrait dans une farce cynique, où, au lieu de grands drames, le public était abreuvé de scènes sordides de la vie des classes populaires. Les poètes se regroupaient en clans, critiquant avec virulence les marginaux et glorifiant les leurs. Seuls quelques-uns, comme le brillant Catulle, parvenaient encore à créer une œuvre vivante. Pendant ce temps, Lucrèce s'efforçait de dissiper la crainte des dieux en démontrant la mortalité de l'âme. Même César utilisa la plume comme une arme. Ses récits de guerre étaient de brillants coups de pub au cœur des intrigues du Sénat. La vieille République ressemblait à un navire en train de sombrer. La rhétorique politique avait cédé la place à une démagogie vulgaire destinée à flatter le peuple. César comprit que ce monde ne pouvait plus être ressuscité. Il était irrémédiablement décrépit. Le dictateur se contenta de laisser Rome vivre ses derniers instants dans des conditions tolérables avant que ne commence la longue nuit de l'histoire.